Zéro de conduite, un film de 1932 de Jean Vigo, qui signe également le scénario, les dialogues et qui réalise le montage du film. Directeur de la photographie, Boris Kaufman, avec dans les rôles principaux Jean Dasté, Robert Leflon et surtout beaucoup d'acteurs non professionnels, dont un certain nombre d'enfants. Le sujet: la vie dans un collège de province qui se termine par la révolte des jeunes pensionnaires contre les autorités. Notre avis: Zéro de conduite est, sans conteste, le film le plus surcoté de toute l'histoire du cinéma français. Ce moyen métrage d'environ 45 minutes est d'ailleurs plus qu'un film. C'est un mythe, c'est une légende. Aux yeux de la critique officielle, académique, celle du gauchisme institutionnel, Zéro de conduite fait partie des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français. Au motif que ce film serait un magnifique cri de liberté contre l'autorité, la religion, la morale, et en raison également de la personnalité romantique de l'auteur du film, Jean Vigo, anarchiste, artiste maudit, mort prématurément à 29 ans de la tuberculose. Le point culminant de ce chef-d'œuvre indépassable étant la célèbre ligne de dialogue du jeune collégien Tabar s'adressant à l'autorité, à la religion et à la morale. Ouvrez les guillemets. « Je vous dis merde !» Fermez les guillemets. Autre morceau de bravoure du film, on voit un court instant un adolescent montrer son sexe au spectateur, certainement par défi. Non, ça n'est pas de l'exhibitionnisme, c'est un message politique révolutionnaire. Au lieu d'être placé au panthéon du cinéma français, ce film ferait mieux d'être pris pour ce qu'il est, une grosse farce de potache. Oui, c'est un film d'adolescents rebelles et turbulents. Zéro de conduite est d'autant moins un film de référence qu'il ne crée rien de particulièrement original et de génial par lui-même. Ce film se caractérise surtout par ses emprunts au film de Charlie Chaplin et de Louis Buñuel. L'originalité de Jean Vigo, son empreinte personnelle, n'apparaît en réalité que dans la célèbre scène de la bataille de Polochon, car pour le reste, répétons-le, le film fait trop de références au travail de Charlie Chaplin et de Louis Buñuel. Oui, Jean Vigo ne crée rien de très nouveau, de très original, de très révolutionnaire. Et puis, c'est très bien de dire merde à la société, mais encore faut-il le dire d'une manière intelligible. Ce film est un film d'amateur qui souffre de graves défauts techniques. Le montage du film est chaotique et décousu. On a du mal à suivre le fil de l'intrigue. Il y a vraiment beaucoup de maladresse. Et en plus, c'est un film bâtard entre film muet et film parlant. Si Jean Vigo semble connaître quelques trucs techniques du cinéma muet, en revanche, il ne maîtrise absolument pas les règles de la narration du cinéma parlant et sonore. Le résultat, c'est que nous avons donc un film muet sur lequel on a collé une bande sonore faite de bruitages, de séquences musicales, de rares lignes de dialogue, et toujours avec un certain décalage désagréable entre ce que le spectateur entend et ce que le spectateur voit à l'écran. Difficile de prendre au sérieux ce film de collégiens révoltés qui montre, par exemple dans une scène, son zizi pour choquer le bourgeois. Oui, difficile de prendre au sérieux ce chef-d'œuvre anarcho-surréaliste.
En tout cas, la censure, elle, l'a pris au sérieux. Ce film sera en réalité interdit à sa sortie en 1933. Alors, en raison, de son discours clairement anarchiste, des quelques petites scènes d'exhibitionnisme dont j'ai parlé, et puis également à des allusions à de la pédophilie de la part du corps enseignant. Enfin bref, les motifs ne manquaient pas pour interdire la diffusion de ce film en 1933. Comme c'était prévisible, la censure servira paradoxalement à la gloire du film. Si Zéro de conduite avait obtenu son visa d'exploitation en 1933, nul doute qu'il aurait eu la carrière de ces très nombreux films surréalistes, anarchistes, d'avant-garde, vite vus, vite oubliés. Au lieu de cela, il bénéficiera d'une sorte de légende noire, il sera diffusé confidentiellement dans des ciné-clubs jusqu'en 1945, date à laquelle il obtiendra enfin son visa d'exploitation et date à laquelle il accédera enfin à une renommée considérable, qui est d'ailleurs encore la sienne aujourd'hui.